Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous trouvez amusant, l'ironie de la chose, c'est qu'on est dans une journée de l'hypnose, avec des dizaines de thérapeutes, d'hypnothérapeutes autour de nous, avec plein d'ateliers sur l'hypnose. Et vous ne trouvez pas mieux que de venir dans un atelier sur la déshypnose. C'est amusant, non? Peut-être vous avez l'esprit de contradiction, ou vous êtes un peu rebelle, peut-être? Non? Alors, c'est vrai, la déshypnose, ça paraît le contraire de l'hypnose, mais en fait, vous allez voir si vous faites de l'hypnose. Je ne sais pas qui c'est qui fait de l'hypnose parmi vous pour voir. Ah, il y a déjà pas mal de monde, super, super. En fait, c'est très complémentaire en termes de thérapie. Donc, vous avez l'hypnothérapie, et puis maintenant, la déshypnothérapie, c'est vraiment, vous allez voir, super complémentaire. Ce terme déshypnose, vous l'avez déjà entendu avant ou pas? Je suis curieux. Non? Une fois, de quelle occasion vous vous souvenez, ceux qui l'ont entendu? Dans un journal ou... Lors d'un podcast avec Kevin Finel et oui. Hypnose, et je trouvais ça Oui, c'est ça, avec Frédéric Vincent sans doute, qui était son associé avant. Et vous? Ma thérapeute en hypnose. Ah, ok, super. Et puis des amis. Ok, génial. Bon, alors je vais devoir expliquer un peu, parce qu'à votre avis, ceux qui ne connaissent pas la déshypnose, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Déshypnose. Hypnose, bon, vous voyez, on n'arrête pas d'en parler ici, mais déshypnose, ce serait quoi? Qui a une idée? Oui? Peut-être qu'au quotidien, finalement, on est enfermé dans des croyances et puis une vision de la vie qui est comme une longue hypnose. Puis quand Oui. on peut se sortir de ça. Oui, c'est ça, bravo. Exactement, c'est très juste. Ouais. Les autres ont un autre avis ou c'est aussi ça? En fait, c'est une hypnose à notre insu qui reste là, en permanence au quotidien. Une hypnose profonde, tu dis longue, mais c'est ça, en fait, c'est une hypnose profonde. Et c'est effectivement, il y a des croyances, on va les voir, des croyances qui font on ne croit pas, mais on est toujours en hypnose, en fait. Par exemple, vous allez faire une séance ici avec un thérapeute, donc vous faites une séance d'hypnose, et puis vous sortez de la séance, et vous dites, voilà, je ne suis plus en hypnose, maintenant je suis sorti. Ben nous, en fait, vous êtes toujours en hypnose, enfin, nous sommes tous en hypnose. L'hypnose du quotidien, qui est une transe très profonde. On est identifié à des croyances, à un personnage, on va parler de l'ego par exemple, avec les limitations de l'ego, mais aussi la façon dont on voit la réalité, la vie, comment est le monde, qu'est-ce que je suis. Et tout ça, c'est une identité en fait, qui nous hypnotise. Et ce ne serait pas un problème si ce n'est que cette hypnose très profonde, elle génère en fait, vous vous en doutez, beaucoup de souffrance. À votre avis, c'est quel type de souffrance? Ouais, des croyances qui sont très limitantes. Et on va le voir, des croyances qui nous séparent en fait, qui nous limitent, vraiment limitantes c'est le mot, qui nous limitent. Et donc, on peut retrouver ce type de souffrance, notamment chez les personnes déprimées, qui ont on pourrait appeler une forme de crise existentielle. Peut-être vous avez connu ça, la crise de la quarantaine, pour ceux qui ont plus de 40 ans. Ou moins à l'adolescence aussi. À l'adolescence, on se pose des questions sur la réalité, le sens de la vie. On peut se dire, c'est quoi cette vie? Et donc il peut y avoir une forme de crise existentielle et on refuse un peu ce monde. On ne se sent pas bien ou on ne s'aime pas. Donc ça, on peut retrouver ça chez les personnes déprimées, très très fort. Donc ici, ce qu'on va voir dans ce petit atelier, c'est je vais vous présenter la déshypnose, je vais vous présenter quelques exemples de protocoles et je vais vous faire vivre également la déshypnose, si ça vous intéresse. Ouais. Bon, attention, parce qu'une fois que vous êtes déshypnotisé, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que ça génère un grand changement. Et donc, je remercie APH qui organise ici cet atelier et qui était la première association qui a créé un atelier d'une journée. Donc, elle m'a invité pendant une journée pour présenter la déshypnose aux hypnothérapeutes. Donc, c'est assez novateur parce que pour l'instant, la déshypnose n'est pas encore très pratiquée. Donc, vous êtes parmi les premiers en entendre parler, donc vous verrez, c'est très très chouette. Et pourtant, la déshypnose, à votre avis, elle est vraiment nouvelle ou est-ce qu'elle existe depuis longtemps? Elle existe depuis très longtemps. Depuis combien de temps, à votre avis? Voilà, c'est ça. Elle est aussi longue, aussi ancienne que l'hypnose. Et elle existe à travers quel type de cadre, on va dire? La méditation. La méditation, oui, c'est ça. Et beaucoup ce qu'on appelle la spiritualité, l'éveil spirituel. Dans l'Inde, on en parle beaucoup, dans le Zen, dans le Tao, dans l'hindouisme, dans l'Advaita Vedanta, pour ceux qui connaissent. On parle aussi de non-dualité. Il y en a qui connaissent ce terme, non-dualité? Oui. Ok. Et puis dans le côté ici occidental, on a des grands philosophes. On a par exemple aussi Edmund Husserl, je ne sais pas si vous connaissez Husserl, qui a créé la phénoménologie. Et donc Roustan alors? Oui, aussi, oui. Il y en a plusieurs, effectivement. Donc cette capacité de voir sans concept, sans le mental. Donc en fait, la déshypnose va nous amener en dehors du mental. Oui?
Ah oui, Keanu Reeves et Jim Carrey aussi. Et Jim Carrey beaucoup aussi d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, vous avez vu le film avec Jim Carrey sur... il est dans un film là. Truman Show, c'est ça. Et ben ça, c'est un peu la déshypnose en fait. Ça résumerait bien. Ou Matrix aussi. Keanu Reeves c'est dans Matrix, Jim Carrey dans Truman Show. C'est des bonnes références parce qu'en fait, effectivement, on n'a pas l'impression qu'on est sous hypnose et je vais essayer de vous montrer ça. Donc, peut-être commencer par une question. D'où vient la souffrance humaine ? En tant que thérapeute, il y a beaucoup de thérapeutes ici, je pense. Hein. D'où vient la souffrance humaine ? Si je vous demande de voir un petit peu, c'est quoi les réponses à cette question ? C'est quoi la cause de la souffrance humaine ? Dans un premier temps, on va dire, la souffrance, si je souffre, c'est parce que mes besoins ne sont pas comblés. Donc ça, c'est ce que l'intelligence émotionnelle nous apprend, c'est que s'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, il y a des émotions qui apparaissent, de tristesse, de peur, de colère. C'est des indicateurs pour dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Et pourquoi les besoins ne sont pas comblés ? C'est à cause de l'environnement. Si on est dans un pays en guerre, où on voit ce qui se passe ailleurs, ça nous empêche de combler un besoin qui est le besoin d'harmonie, ou le besoin de sécurité, ou le besoin de plaisir, et le besoin de faire des choses qui nous plaisent, besoin de relations. Donc une rupture amoureuse, on est mis en dehors du travail, enfin on perd son travail. Donc l'environnement fait que ça fait en sorte que mes besoins sont menacés, ou carrément je ne peux plus les combler, et donc je souffre. Donc ça c'est la première réponse, on va dire superficielle mais assez juste, hein, c'est vrai. Hein. On va dire, oui, je ne suis pas bien parce qu'elle m'a quitté. Si elle ne m'avait pas quitté, moi je serais bien. Donc vous voyez, on va dire, oui, c'est assez logique. Après, il y a des gens qui vont travailler sur eux et vont arriver à combler leurs besoins, malgré tout, parce que finalement, combler ses besoins, ça peut se faire assez facilement si on est philosophe. On n'a pas forcément besoin de plein de choses. C'est là qu'on va faire la différence entre désir et besoin. Je désire plein de choses, je désire d'avoir beaucoup d'argent, ou je désire ça, mais en réalité, j'ai juste besoin de relations, ou j'ai besoin de m'aimer, peut-être, d'estime de soi, ou simplement besoin de sécurité. Donc, imaginons, je travaille beaucoup sur moi, et puis je peux quand même souffrir, même si imaginons, je deviens millionnaire, je gagne au loto, et là, tous mes besoins sont comblés tout d'un coup. Sauf qu'avec mon état d'esprit, je suis quand même malheureux. Pourquoi ? Parce que, deuxième cause, c'est mon conditionnement. J'ai été conditionné, et depuis qu'on est petit, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas devenir toi plus tard ?» Et donc, je ne crois pas en moi. Donc, j'ai des croyances limitantes, effectivement. Et donc, j'ai une façon de voir le monde qui est très négative. J'ai tendance à me voir perdant, ou ça n'a pas marché, ou imaginons ce genre de choses, hein, ou ça peut être des croyances sur les autres, hein, les autres sont nuls, ou tous les hommes sont des, toutes les femmes sont des, je vous laisse compléter. Vous voyez, imaginons que j'ai ce genre de conditionnement, je vais être malheureux évidemment. Donc imaginons, je travaille beaucoup sur moi, je fais la pensée positive, je fais de l'intelligence émotionnelle, là maintenant je suis bien. Sauf que parfois je vais être mal, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup je me sens mal. Imaginons je suis dans cette pièce, tout d'un coup je me sens mal. Et puis après je suis stressé, et puis je suis tellement stressé que je me dispute avec les gens. Pourquoi je me sentirais mal comme ça, sans raison apparente ? Une des grandes causes de souffrance et une des grandes causes de maladie mentale, c'est quoi ? Être coupé de soi ? Oui, très juste, très juste. En fait, une des grandes causes de... Oui, c'est ça en fait, c'est les traumatismes en fait, les blessures et les traumas. On en a tous, hein. Je pense qu'on a tous des traumas et des blessures. Et on dit oui, c'est fini, c'était il y a longtemps, sauf que l'inconscient les a enregistrés. Et ça fait des symptômes de stress post-traumatique si on ne les a pas gérés, comme par exemple les addictions. J'en parlais tout à l'heure justement avec toi. Et donc on a comme ça pas mal de stress, de symptômes de stress post-traumatique suite à des choses qui n'ont pas été réglées. Donc l'hypnose est un outil très efficace pour aller dans l'inconscient et nettoyer ça. D'ailleurs, il y a une conférence sur l'hypnose en ce moment, mais vous avez préféré être avec moi, donc je dirais... On rigole parce qu'on est à 4 à faire des conférences et on se dit où est-ce qu'il y aura le monde. Apparemment, c'est rempli partout, hein, donc c'est cool. Donc imaginons, je travaille sur mes traumas. J'ai été chez un hypnothérapeute, j'ai plus de traumas, enfin je me suis libéré de ça. J'ai retravaillé, j'ai reprogrammé en quelque sorte mon inconscient. Bon là maintenant, je ne devrais plus avoir de raison d'être malheureux, non ? Sauf que oui, quand même, je vais être malheureux. Parfois, je vais être triste, je vais être nostalgique, je vais avoir peur. Pourquoi ? Et là, on rentre dans le côté plus spirituel. C'est l'identification à l'ego ? Ouais, c'est ça. Exactement. Et Bouddha en a beaucoup parlé. Une des grandes causes de la souffrance, pour lui, c'est la résistance à l'impermanence. C'est que je vais résister au fait que je perds tout, je ne peux rien garder. La vie passe, le temps passe, les enfants grandissent, les gens changent, je vieillis. Et bon, voilà, c'est l'impermanence de la vie. Et si je résiste à ça,
je souffre. Vous avez déjà essayé de résister à ça? On l'a tous fait. Hein. En fait, on ne peut pas. On se cogne contre le mur, en fait. Donc, imaginons, là, je fais un stage chez les moines zen et je deviens bouddhiste ou moine zen. Et là, je fais des sons super. Et puis là, je résiste plus à la permanence. Je deviens philosophe. Je vais quand même souffrir encore. Et là, j'arrive à la dernière cause de souffrance. Ne vous inquiétez pas. En fait, la dernière contient toutes les autres, en fait. C'est juste pour simplifier. La dernière, c'est un peu ce que vous avez dit. C'est que si je résiste à l'impermanence, c'est parce que je suis identifié à un être limité et séparé des autres. Et c'est parce que je me sens identifié et j'ai cette blessure de séparation que je résiste à l'impermanence et que j'ai des traumas, etc. Que je suis tout le temps en mode survie, en fait. Donc le fait d'être en transe hypnotique sans m'en rendre compte, et donc c'est pour ça qu'on va faire de la déshypnose, ce transe hypnotique amène que je suis toujours insatisfait, j'ai toujours un peu peur, je suis toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je suis en mode survie en fait, un petit peu. Je suis identifié à un petit personnage qui doit faire sa place dans le monde, dans un monde chaotique. Hein, j'aurais pu vous demander, mais ça prendrait du temps, mais dans les formations en déshypnose, je demande à votre avis, c'est quoi les croyances de base qu'on a, le plus basique de toutes. Au-delà de dire je suis intelligent, encore plus basique que ça. Eh ben, les croyances de base, ça va être quoi? C'est je suis un humain, je suis né, je vais mourir, il y a moi et les autres, il y a moi et le monde. Avant que je sois né, il y avait des gens, il y avait le monde qui existait avant moi. Donc toutes ces croyances me paraissent évidentes, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'en fait, on peut toutes les remettre en question. Mais pas par le concept philosophique, simplement par l'expérimentation, d'aller voir. C'est ce qu'on appelle l'approche directe, en fait. Dans la Yuta Vedanta, on appelle ça aussi la voie directe. Je n'ai pas besoin de faire des années et des années de méditation, de réfléchir, c'est simplement en allant voir, non pas par la réflexion, mais par la perception directe. Je pourrais vous montrer une image, mais je n'ai pas ici, mais vous voyez la différence entre je réfléchis à un sujet, je conceptualise, ou alors je vois les choses telles qu'elles sont, et ça paraît évident. Par exemple, je vais vous poser une question, vous allez voir la différence entre les deux. La question que je vais vous poser, vous n'allez pas réfléchir, vous allez répondre dans la voie directe, automatiquement. Alors, la question est la suivante, écoutez bien. Est-ce que vous êtes en train d'exister en ce moment? Oui, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Hein. Voilà, ça c'est la voie directe, vous voyez. Il y a quelqu'un qui hésite? Non, ça va. Vous êtes tous en train d'exister, vous êtes. Hein. Est-ce que vous êtes? J'aurais pu dire est-ce que vous êtes? Bah oui, je suis. Et en fait, ça ne passe pas par le mental la réponse. On ne va pas chercher la réponse quelque part, on le sait en fait. C'est une évidence. Et ça, c'est vraiment la voie de l'être, en fait, la voie directe. Et c'est ça la déshypnose, c'est vraiment d'aller voir qui je suis profondément. La meilleure façon de sortir de ces croyances limitantes, que j'ai un peu parlé, mais on va aller voir plus loin, c'est de voir qui je suis, vraiment. La méprise, en fait, c'est comme une erreur d'attention. C'est que je me suis pris pour quelque chose que je ne suis pas. Un petit humain qui a une histoire, qui a tout ce bagage, qui a une espérance de vie comme ça, qui est dans un monde comme ça. Et tout ça, c'est très stressant, en fait. La vie est stressante avec ce type de croyances. Mais tout le monde croit ça. Dans toutes les cultures de la Terre, on croit ça, en fait. Hein. Mais c'est normal, parce qu'un enfant, quand il grandit, au début, il n'est pas du tout dans ces croyances-là. Et puis, on va lui apprendre, donc on va le limiter à une identité. Voilà, tu es un petit garçon, regarde dans la glace, c'est toi, parce qu'au début, l'enfant, il ne se reconnaît pas, il ne sait pas que c'est lui. L'enfant, il est complètement vierge, il est que dans la présence, dans l'être. Et puis, il va commencer à avoir des limitations. Voilà, ça c'est mon corps. Au début, il apprend à bouger son corps, il ne sait même pas qu'il a un corps. Il se limite, et donc c'est un processus naturel, qui n'est pas négatif. C'est juste le problème, c'est qu'on en est esclave ensuite. On n'arrive pas à sortir de cette... c'est juste un stade, comme une marche intermédiaire. Je suis identifié, et c'est ce qu'on va appeler l'ego, en fait. L'ego, c'est quoi? S'il fallait résumer l'ego en une définition, vous diriez quoi? Qu'est-ce que vous diriez, l'ego? Donc pas le jeu de l'ego, hein, l'ego... Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'ego? L'ego, le plus simple, j'ai trouvé, c'est la somme des croyances que nous avons sur nous. Voilà. Alors évidemment, si l'ego c'est utile, c'est fonctionnel, il ne faut pas lutter contre. Par exemple, il y a l'ego psychologique et l'ego fonctionnel, si vous voulez. L'ego fonctionnel, c'est, je suis au restaurant, j'ai commandé une pizza, puis on dit, c'est qui la pizza? Je dis, c'est moi. Ouais, mais ça c'est un ego fonctionnel, c'est pas grave. Hein. On va pas dire, oh, t'as un gros ego. Ouais, mais non, mais quand même, j'ai faim. L'ego psychologique, c'est plutôt, je suis nul, j'arriverai pas, ou la vie est dure, ou j'ai pas de chance, ou je deviens de plus en plus vieux ou vieille, ou je regrette ceci, ou j'aurais pas dû faire ça, les mauvais choix. Et tout ça on va remettre en question. Parce qu'il y a une des croyances très fortes, vous allez voir, et ça je pense que vous l'avez toutes, c'est j'ai le libre arbitre. J'attaque fort, hein, mais on va la remettre en question, j'ai le libre arbitre. Et quand on croit ça, on souffre automatiquement. Et je vais essayer de vous démontrer, mais on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Oui, en fait, je ne sais pas si tu as dit
Karine, on termine à 20h30 ce soir. L'atelier ici, il est spécial, il faut du temps en fait. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, on va procéder par étapes. Le libre arbitre, ça vient un peu plus tard. Donc, la première chose qu'on peut voir en déshypnose, une première pratique, c'est quand la personne souffre, elle a des émotions. Et donc, ça va être d'accueillir ces émotions plutôt que d'essayer de les gérer. On a plein d'outils pour gérer les émotions, la respiration. Je parlais de l'intelligence émotionnelle, on peut aller faire de l'hypnose, on peut faire plein de choses en fait. Et ça va fonctionner. Sauf qu'il y a une autre façon de faire aussi, qui est donc plus de la déshypnose ici, c'est d'arrêter de lutter contre ce qu'on ne veut pas. Donc en fait, je ne me sens pas bien. Pourquoi je ne me sens pas bien? Parce que j'ai eu des pensées sur quelque chose que j'ai vu ou quelque chose que je pense. Et je ne me sens pas bien. J'ai de la colère, de la peur, de la tristesse. C'est vraiment les 3 grandes émotions, si vous voulez, qui font gagner le plus d'argent aux industries pharmaceutiques. La peur, les anxiolytiques, la tristesse, les antidépresseurs, et la colère, les calmants. Le Viagra, c'est encore autre chose, mais ça, j'en parle pas. Mais c'est ces 3-là. C'est vraiment 3 émotions. Si on ne sait pas les gérer, on dépend d'autres personnes qui disent « ouais, il faut prendre une pilule ». Donc là, il y a plein d'outils maintenant pour gérer. Mais une façon de faire aussi, c'est d'arrêter de résister à l'émotion. Et en fait, quand je souffre, si vous voulez, c'est comme une pièce avec 2 faces. Vous avez le côté mental, je me dis plein de choses. Donc c'est tout un film que je me raconte. Je suis dans une hypnose mentale. Je me raconte tout un film. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous faites des films parfois, et puis vous vous rendez compte que 9 fois sur 10, ça ne se réalise pas comme ça en fait. Mais le film nous a tellement stressés, on n'arrivait plus à dormir, on s'est rendu malade. Après, on était tellement malade qu'on ne dormait plus, donc on devenait désagréable avec les autres, et puis on se disputait, puis en fait, la vie devient un enfer. Donc ce côté mental, ce grand hypnotiseur qu'est le mental, parce que c'est le plus grand hypnotiseur de tous les temps, le mental en fait. Vous avez remarqué, il est très fort. Il nous fait croire des trucs. Et donc c'est connu en médecine, on parle de l'effet nocebo, l'effet placebo, le pouvoir de l'esprit. Et donc il y a la première phase, c'est le mental, et la souffrance, c'est aussi la deuxième phase, c'est le côté émotionnel. Donc en déshypnose, ce qu'on va faire, c'est que plutôt qu'en hypnose, aller travailler sur le personnage avec son narratif, toute son histoire, mais c'est complémentaire, parce que moi je suis thérapeute, je fais les deux, je fais de l'hypnose et la déshypnose, je trouve que c'est vraiment bien de les marier. Donc plutôt que d'aller travailler sur le personnage, le côté mental, qu'est-ce que je me raconte, les mémoires que j'ai, on s'en occupe pas du tout ici. Ça va guérir tout seul. Pourquoi? Parce qu'on va s'occuper de la partie émotionnelle. Et l'émotion, c'est quoi? C'est une somme de sensations dans le corps, avec un narratif. Mais on enlève le narratif, qu'est-ce qui reste? Imaginons maintenant que vous ne savez plus penser. Parce que vous avez tous des problèmes ici. Qui n'a pas de problème? Vous faites lever la main pour voir. Qui n'a pas de problème? Et en fait, jusqu'à la fin de notre vie, on en aura, malheureusement. Alors, si on enlève, imaginons j'ai un pouvoir magique, je peux avec une baguette magique comme ça enlever votre capacité à réfléchir. Vous ne savez plus penser, ni au passé ni au futur. Qu'est-ce que ça change? Tout. Vous ne pensez plus à votre problème, donc qu'est-ce qui reste comme problème réellement? Dans l'instant présent, il peut rester ce qui est avant, le stress, et donc il y a encore un peu de tension dans le corps. Mais si j'enlève le mental, je me sens tout d'un coup tout de suite mieux. Je n'ai plus de considération sur mon problème, puisque je ne pense plus. Je ne considère plus, donc je ne fais plus de film. Et ça, c'est la première étape, c'est d'aller dans le corps et d'aller accueillir cette émotion, sans aller dans le mental, juste d'accueillir. Et s'il n'y a pas de mental, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme un ventilateur. Si je tire la prise, il ne s'arrête pas tout de suite, mais il va s'arrêter à un moment donné. C'est pareil avec l'émotion. J'enlève la prise du mental, l'émotion reste encore un petit peu, mais si je l'observe calmement, sans résister, parce que c'est la résistance, je vous avais dit, là, vous vous souvenez, la 4e cause, je résiste à la réalité, je ne résiste pas, j'accueille cette émotion, qui n'est faite que de sensations, donc en réalité c'est totalement neutre, c'est mon mental qui me raconte, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est horrible, c'est injuste. On enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Juste des sensations dans le corps, qui sont faites de vibrations énergétiques, j'accueille, et en quelques instants, ça s'en va parce que ce n'est plus alimenté par le mental. Donc ça c'est une pratique qui est connue depuis la nuit des temps et qui est très très chouette, on va dire c'est une première étape en fait, vous voyez? C'est une première étape. Et ça c'est génial parce que quand vous avez des émotions, vous faites ça, ça prend quelques minutes et vous vous libérez, vous ne rentrez pas dans le narratif du mental. Et c'est facile parce que soit vous êtes en pensée, soit vous êtes dans la perception de ce qui se passe. Soit je pense, soit je suis en train de... Par exemple, si je pense maintenant, imaginons que vous me parlez, je suis en train de penser à autre chose, je ne suis pas attentif. Donc soit je suis attentif au réel, soit je suis dans mes pensées, dans l'imaginaire. C'est comme dans le film Les Visiteurs, vous voyez, jour, nuit, jour, nuit. Donc
je suis attentif au réel, là les sensations dans le corps, ou je suis dans mon imaginaire et je me raconte toute une histoire, c'est dégueulasse, c'est injuste, je vais mourir, je suis pas en bonne santé, etc. Voilà, mes enfants, etc. C'est parti. Donc première étape, c'est de faire ça. Puis à votre avis, la deuxième étape, ça va être quoi? On s'est occupé des émotions, puis ensuite on va s'occuper du mental. Et là, on rentre dans une dose beaucoup plus profonde, qui est d'aller travailler un peu sur cette idée que, et là on va commencer à remettre en question des croyances, c'est que c'est moi qui pense. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui pensez quand vous pensez? Oui, hein, j'imagine. Mais alors, si c'est vous, pourquoi vous ne choisissez pas? C'est Bouddha qui posait la question. Si c'est vous, pourquoi vous ne choisissez pas d'avoir que des pensées positives? Vous êtes masochiste ou que des bonnes idées, toujours des bonnes idées? Non, en fait, on ne contrôle pas. D'ailleurs, la nuit avant de dormir, vous dites maintenant je pense plus, je vais dormir. Ça marche ou pas? Ça pense tout seul. Donc c'est dit, c'est pas moi qui pense en fait. C'est qui alors? Et c'est quoi? En fait, c'est la pensée qui pense toute seule. Il faut remarquer ça. Donc ça, c'est des pratiques qu'on fait dans cette spiritualité non duelle. Et depuis la nuit des temps, dans différentes religions, ils ont toujours remarqué qu'il y a un message commun en fait, quel que soit dans le soufisme ou la chrétienté ou dans toutes les grandes religions, il y a des sages qui ont découvert les mêmes choses et ils ont tous le même message en fait. On appelle ça la philosophie pérenne. Et un de ces messages, donc, c'est que la souffrance vient de la résistance à l'impermanence. Un deuxième, c'est la souffrance vient du fait que je m'identifie à un petit moi, à un petit personnage. Et puis maintenant, il y a cette troisième croyance que je viens de dire ici, c'est que c'est moi le penseur. C'est moi qui décide de mes pensées. Non, en réalité, ça pense tout seul. Remarquez-le. Ça pense tout seul comme ça respire tout seul. Essayez d'arrêter de respirer pendant des minutes, vous verrez que vous n'y arriverez pas, ça marche tout seul. Le cœur qui bat, ça bat tout seul. Il ne me viendrait pas à l'esprit de dire « je bats ». Non, c'est mon cœur, je dis « mon cœur bat ». Mais je dis « mon cœur ». Je m'identifie vraiment au corps. Hein. Je respire, mais en réalité, c'est pas vrai, c'est pas moi qui respire, c'est le corps qui respire, n'est-ce pas? Ça respire tout seul, vous avez remarqué. Hein. Puis, vous n'avez pas contrôlé, hein, depuis qu'on est ici, tout le monde respire tout seul. Eh bien, ça pense tout seul, c'est pareil. Et donc, pourquoi on voit ça? Parce que quand je constate que je ne suis pas le penseur, là, je peux me demander, mais alors je suis quoi? Eh bien, je suis l'observateur des pensées. Et ça, c'est une énorme différence. Et l'observateur, est-ce qu'il souffre? Voilà, c'est la grande question, c'est pour ça qu'on arrive à ça. Le penseur, il souffre. Oh, c'est horrible, j'aurais pas dû, c'est injuste, etc. Et l'observateur, lui, est-ce qu'il pense? Mais non, parce qu'il accueille la pensée, il le voit, la pensée. Vous voyez, si je vois cette table, je ne suis pas la table. Je suis le sujet qui voit un objet qui est la table. Pareil avec les pensées. Une pensée arrive, négative, en moi, mais je ne l'ai pas choisie, je ne sais pas pourquoi elle vient. Et l'illusion était de croire, c'est la grande hypnose, que c'est moi qui pense. Oh, je suis négatif. Non, c'est ma pensée est négative. Ce serait bien de se recadrer d'ailleurs, dire ma pensée est négative. Et donc je suis l'observateur. Et on va faire une petite pratique, hein, comme ça vous allez voir. Je suis l'observateur des pensées qui pensent toutes seules, positives, négatives, ça change selon l'état du corps. Hein. Si on a bien dormi, on va plutôt penser positivement. Si on a mal dormi, ce sera plutôt négatif. Selon plein de paramètres, en fait, qu'on ne contrôle pas, hein, on ne contrôle rien en réalité. Il y avait un moine zen qui disait « vous inquiétez pas, rien n'est sous contrôle ». Je trouvais ça génial, cette phrase. Alors, donc, la deuxième étape, et je vous propose de la vivre dans quelques instants, c'est de voir que je ne suis pas le penseur et je suis l'observateur. Et finalement, tout ce qui est créé dans ma réalité est créé sur base de 3 éléments, les pensées, les perceptions et les sensations. Je vous propose de le tester, d'accord? On va faire une petite pratique. Parce que je sens qu'il y en a qui s'endorment ici, donc... Alors, on est parti pour 1 heure de méditation, ça va? 1 demi-heure de respiration. Non, je plaisante. Ok, alors, je vous proposais juste de fermer les yeux quelques instants, comme ça, parce que la lumière est forte. Et on peut juste prendre 2-3 respirations lentes. Plus c'est lent, mieux c'est. Ça ralentit un peu l'activité mentale. On respire lentement et profondément. Et donc je vais faire une série de petites techniques, comme ça vous vivez quelque chose. Je vais vous demander, pendant que vous respirez encore quelques fois, de tout oublier. Vous allez faire un jeu, c'est d'oublier qui vous êtes. Imaginez, vous n'avez plus de mémoire, vous ne savez plus comment vous appelez. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a juste maintenant.
Un peu comme un animal, vous voyez, il n'y a pas de mental. Comme un bébé qui a 2-3 jours, il n'y a pas de mental. Et donc, dans cette présence pure, qu'est-ce qui apparaît dans le champ de mon expérience? Eh bien, il y a des sensations, n'est-ce pas? Vous sentez les sensations de ce qu'on va appeler plus tard le corps. Si je suis un bébé, je ne sais pas encore ce que c'est, le corps. Il y a ma voix, vous entendez ma voix en ce moment, donc il y a des perceptions. Et puis si je vous dis où êtes-vous, ben, vous voyez que votre mental, il arrive avec une image. Vous êtes dans une pièce, peut-être que le mental crée une image de vous assise sur la chaise. Si je dis où êtes-vous, ou qui êtes-vous, vous voyez, observez qu'en ce moment, quand je pose ces questions, il y a le mental qui arrive avec des réponses, soit des réflexions, soit des réponses auditives, par exemple je suis un tel, soit des images. Et voyons que tout est fait de ces trois éléments, des pensées, donc des cognitions, des pensées, il y a des sensations, il y a des perceptions. Mais le mental est très très présent. Prenons un exemple. Sentez la chaise sur laquelle vous êtes. Et vous sentez votre corps. Donc, on est bien d'accord, vous arrivez à sentir les deux. Il y a la chaise, vous sentez la chaise, vous faites juste un oui avec votre tête. Et vous sentez le corps. Oui. Ok. Hypnose, de nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un petit piège. En réalité, c'est le mental qui est en train de créer deux concepts, le corps et la chaise. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas une image de votre corps et de la chaise. Maintenant, si vous allez voir en perception directe, en faisant abstraction du mental, comme un bébé, est-ce qu'il y a vraiment deux sensations différentes? Est-ce que votre corps s'arrête vraiment quelque part? Est-ce que tout n'est pas juste pure énergie, sans forme et sans taille? Est-ce qu'il y a vraiment la chaise et le corps? Non, vous voyez que c'est un concept mental, c'est rajouté. C'est le mental, un grand hypnotiseur qui rajoute ça. Il y a juste sensation, avec des étiquettes mentales. Et si je vous demande quelle est la taille de votre corps, vous voyez que le mental arrive avec une taille, une image, un conditionnement, voilà, c'est 1m60. Laissez tomber tout ça et, sans faire appel à votre mental, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous avez une taille? Vous pouvez faire oui ou non de la tête. On va faire oui ou non, on va faire le jeu du oui ou ni non. Ni oui ni non, mais là vous devez faire ni oui, ni oui ou non. Est-ce que votre corps a une taille sans faire abstraction, en faisant abstraction du mental? Non, hein. Sentez qu'il n'y a pas de taille, il n'y a pas de chaise, il y a juste... Même le corps, c'est un concept. Alors, allons plus loin dans la déshypnose. Mettez votre attention maintenant sur votre langue, sur la langue immobile. La langue est complètement immobile. Et je vais vous inviter à juste observer cette sensation. Si des pensées arrivent, c'est normal, parce que le mental, il pense tout le temps, on ne peut pas le contrôler. Mais revenez chaque fois sur la langue, comme un capitaine de bateau qui remet le gouvernail, le cap, le bon cap. Donc sur la langue chaque fois. Quoi que je dise à partir de maintenant, ça va durer 2 heures. Non, je plaisante. Pendant juste quelques minutes, je vais vous dire des mots dans quelques instants, et ça va faire réagir votre mental. Et vous allez observer que vous n'êtes pas le mental, que vous êtes l'observateur. Donc observez comme un film, comme une spectatrice, un spectateur, que le mental apparaît avec des propositions visuelles ou auditives, ou des réflexions, des souvenirs, des projections, mais que vous êtes simplement ce qui observe cela. Un dauphin dans la mer. Donc restez bien sur la langue, et si des pensées arrivent, vous les voyez apparaître, vous en êtes le témoin, et vous les voyez disparaître aussi. Une porte qui claque. Et où est le dauphin maintenant? Il a disparu. Il revient parce que j'en parle. Vous voyez que ça vient, ça part, tout est impermanent. C'est ce que disait Bouddha, tout est impermanent, dans toujours. Et Michael Jackson qui chante et qui danse avec Charlie Chaplin. Est-ce possible? Vous voyez le mental qui arrive avec des créations par rapport à ça. Le parfum du jasmin. Le goût du chocolat. Gaza. Le visage de votre père enfant. Votre premier baiser. 7 x 7. Vous voyez que le mental est tout le temps là, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose une question importante. Dans des hypnoses, c'est une question centrale.
Est-ce que vous êtes ces pensées ou est-ce que vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent? Est-ce que vous êtes ces pensées ou est-ce que vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent? Si vous êtes l'espace, vous pouvez faire un signe de tête. Oui. Voilà, vous êtes le témoin en fait, l'espace témoin on va dire. Et vous pouvez choisir le mot. On peut dire espace, espace d'accueil, présence, témoin, observateur, ceux qui observent. On essaie de mettre des mots, mais c'est difficile parce que ceux qui observent cet espace d'accueil que vous êtes, vous voyez qu'il ne disparaît pas quand il n'y a pas de pensée. Parfois on ne ressent plus le corps ou le bras gauche maintenant, le pied droit. Il n'était pas là avant cette sensation. Alors tout est instable, tout est impermanent. Qu'est-ce qui est stable dans votre expérience à votre avis? Qu'est-ce qui est toujours là et qui ne bouge jamais? Bouddha disait tout est impermanent et il pointait vers quelque chose qui ne l'est jamais, qui est toujours permanent. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est cet observateur, n'est-ce pas? Observez qu'il a toujours été là. Et maintenant cet observateur, vous voyez qu'il est toujours le même depuis que vous êtes tout petit. Vous aviez 2 ans, 3 ans, 10 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est toujours le même? C'est toujours vous en fait. Vous êtes vraiment cet observateur, ce témoin, cette présence. Et vous n'avez jamais vieilli en fait. Faites-moi un signe de tête si vous êtes d'accord que vous avez peut-être l'intuition de cette partie-là de vous n'a jamais vieilli. Hein? On peut appeler ça conscience. Cette conscience n'a pas vieilli. Et par contre, il y a eu de la maturité, des pensées plus élaborées, plus conceptuelles, de l'expérience de vie, des apprentissages. Mais la conscience, elle, cette conscience qui entend ces mots en ce moment, vous voyez qu'elle est toujours neutre. Et maintenant, est-ce que cette conscience, elle est agitée? Pensez par exemple à un mauvais souvenir, exprès, à un problème que vous avez en ce moment. Vous voyez qu'il peut y avoir de l'agitation dans le corps, au niveau des sensations. Vous pouvez également sentir, il y a des pensées là-dessus, des jugements là-dessus, un refus peut-être. Mais qu'est-ce qui ne bouge pas dans l'expérience? Si ce n'est vous, profondément. Cette présence ne bouge pas. Alors là, on va rentrer avec une technique très connue dans l'Advaita Vedanta, très puissante pour se déshypnotiser. Cette présence que vous êtes, qui entend ces mots, qui voit les pensées, les sensations, est-elle plutôt féminine, masculine, ou ni l'un ni l'autre? Vous pouvez parler. Hein. Ni l'un ni l'autre. Ouais, on arrive tous à cette conclusion. La pensée peut dire « je suis un homme, je suis une femme ». C'est un conditionnement, c'est appris. Le bébé ne le savait pas, il a appris ça. C'est une convention. Mais la conscience, vous voyez qu'elle est ni l'un ni l'autre, c'est incroyable. Ce que nous sommes en essence n'est pas un homme ou une femme, mais une pure conscience. Allons un peu plus loin, cette conscience que vous êtes, est-elle plutôt jeune? Est-elle plutôt âgée? Ou ni l'un ni l'autre? Observez que c'est toujours maintenant, n'est-ce pas? Vous avez toujours été maintenant toute votre vie. Avec l'illusion du temps qui passe, parce que le temps, qu'est-ce que c'est si ce n'est une pensée? Il faut y penser pour créer le temps. Hier, c'est de la mémoire, c'est du mental. Demain, je crée le futur, c'est du mental. C'est avec la pensée que je fais ça. La pensée crée le temps. Mais moi, je suis maintenant, je suis le maintenant, dans lequel la pensée apparaît, dans lequel le temps apparaît. Voyons donc que je suis en amont du temps. C'est extraordinaire ça comme découverte. Et puis maintenant, cette conscience que je suis, cette présence, cet espace d'accueil, dans lequel tout apparaît, les émotions, les sensations, les pensées, est-ce qu'on a vu que c'était plutôt calme, n'est-ce pas? C'est pas agité. Même si on pense à un mauvais souvenir, vous voyez que ça peut être agité, mais la présence ne l'est pas. Elle est la même, que ce soit un bon souvenir ou un mauvais souvenir. Ça ne change pas. Est-ce qu'il manque quelque chose à cette présence? Est-ce que cette présence que vous êtes a un sentiment de manque? Non, hein, effectivement. Voilà, vous faites tous non de la tête. Ça veut donc dire que le contraire du manque, comment on appelle ça en français, si ce n'est le contentement, le bonheur, la béatitude, peu importe le nom. Et quand c'est calme, c'est la paix. Eh bien, voyez que toute notre vie, nous avons cherché le bonheur et la paix dans des relations, vous pouvez ouvrir les yeux pour ne pas vous endormir, hein. Dans des relations, dans des situations, dans de l'argent, dans des possessions. On a toujours cherché le bonheur et la paix
Parce que c'est ça qu'on veut au fond. Hein. Je veux juste la paix. Foutez-vous la paix. Ok, je veux la paix. Je veux le bonheur. Et pour avoir le bonheur, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais en réalité, c'est ce que je suis. Donc j'ai cherché à l'extérieur ce que j'étais déjà. Et ça, c'est le grand message des spiritualités et donc de la déshypnose. La déshypnose, c'est juste un mot moderne qui met en structure thérapeutique, on va dire, comment y arriver à cette compréhension de ce que je suis fondamentalement, qui n'est pas ce petit humain. Vous voyez ? Donc en fait, ça c'est déjà un niveau de déshypnose plus profond, où je vais déjà plus loin et je remets en question mon identité. Je ne suis pas mon ego. L'ego, ça pense tout seul, négatif, positif, mais je suis l'observateur totalement neutre en qui tout cela apparaît. Et donc ça c'est extraordinaire comme découverte déjà. Et cette conscience, elle est spectatrice du cinéma humain. Et maintenant, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Alors ça peut vous calmer aussi ça. Hein. J'ai vu que vous êtes un peu plus calme. C'est bien pour calmer les enfants aussi, si vous avez des enfants. Donc là, c'est des renversements de paradigme en fait. Ah mais je ne suis pas ce petit personnage, je suis cette présence calme. On appelle ça aussi le refuge dans le bouddhisme. Je vais dans un endroit, alors au début je crois que c'est en moi. Je crois que c'est quelque part dans ma tête, un endroit, ma conscience qui serait là. On va remettre ça en question aussi. Et donc je me dis, bah, c'est génial, en fait quoi qu'il se passe, je suis bien. C'est le bien-être inconditionnel. Et ensuite on peut remettre en question quand même cette source de souffrance qui est de dire, il y a le mental qui va arriver en disant, mais quand même j'aurais dû faire ce choix-là, j'aurais pas dû faire ce choix-là, mais non j'ai telle conséquence. Et là on a une énorme cause de souffrance, c'est le libre arbitre, je vous avais dit. Hein. Est-ce qu'il y en a qui croient pas du tout au libre arbitre? Pour voir. Non. Hein. Est-ce qu'il y en a qui y croient complètement au libre arbitre? Plusieurs, hein. Ok. C'est du coup complètement, pardon. Oui, enfin de manière générale on va dire, oui, qui y croient vraiment quoi. Ah oui, mais est-ce qu'on peut croire complètement au libre arbitre tout en pensant qu'il y a une partie de déterminisme et une partie de... Ah très bien, alors voilà, on peut nuancer, très bien, voilà. C'est vrai que les questions étaient mal posées, on va nuancer. Donc on sait qu'on est le fruit du contexte, on a été conditionné, ça on n'a pas choisi. On n'a pas choisi notre tempérament, on n'a pas choisi nos blessures, nos expériences, nos parents, on n'a pas choisi notre genre. Enfin, maintenant on pourrait, mais bon, c'est une autre histoire. On n'a pas choisi plein de choses. Hein. Finalement, qu'est-ce qu'on a choisi hein? On n'a pas choisi l'époque, on n'a vraiment pas choisi grand-chose dans le contexte. Et puis il y a moi qui fais des choix en dehors du contexte, parce que j'ai une prise de conscience. Alors quel est le pourcentage entre je ne suis pas libre parce que je suis conditionné totalement, comme déterminisme on va dire, et la partie qui dit non, mais je suis quand même libre, c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui décide. On pourrait mettre une sorte d'échelle comme ça, de curseur, vous voyez. Vous direz combien. Au début, moi j'ai enseigné beaucoup la pensée positive et, avec la PNL et puis le développement personnel, et donc pour moi c'était 100%, c'est moi qui décide. Enfin, peut-être pas 100%, il y a quand même comme tu disais, il y a quand même le conditionnement, mais on peut passer au-dessus du conditionnement. On peut avoir une enfance difficile et quand même passer au-dessus et faire des choses magnifiques. Donc, il y a quand même une partie en moi qui est libre, qui choisit. Et donc, moi, je mettais ça en avant et c'est normal, c'est de la pensée dominante. Hein. J'ai le choix, je suis libre de choisir mon destin, entre guillemets. Alors, vous diriez 50. Il y en a peut-être qui vont dire, bon, allez, peut-être un peu plus quand même le conditionnement, ça fait 60-40. Alors moi, j'ai reculé au fil du temps. J'ai dit, bon, allez, 80, parce que je me rends compte, en tant que thérapeute, quand vous voyez les gens, si vous creusez vraiment dans leur vie, vous voyez qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, en fait. Ils ont fait un problème, ils disent, je regrette ça, j'ai fait ce choix, c'est horrible, maintenant j'ai tel problème. Et moi, là, ce que j'aime bien poser comme question, c'est, ok, aujourd'hui, vous feriez différemment, n'est-ce pas? Ah oui. Mais à l'époque, avec votre niveau de maturité de l'époque, avec votre niveau de connaissance, avec votre niveau d'énergie, avec les niveaux d'attention que vous aviez, de l'environnement que vous aviez, est-ce que vous auriez vraiment pu faire autrement? Et là, si on va vraiment voir si on est honnête, non, j'aurais pas pu faire autrement. Potentiellement, oui, j'aurais pu faire autrement, mais avec la configuration dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas faire autrement. Il y avait trop de peur, il y avait trop de stress, ou je ne voyais pas, je n'avais pas les infos. Vous voyez? Et donc, ça a reculé. Je me suis dit, bon allez, 20, bon allez, 10%, c'est quand même moi. Je suis arrivé à 1% à un moment donné. Et puis finalement, j'ai quand même lâché. Mais je ne vous propose pas de le faire, je vous propose de réfléchir. Par exemple, voilà, moi j'ai choisi ma femme, quelqu'un me disait l'autre jour, ok, tu as choisi d'être amoureux. Tu as choisi de tomber amoureux de cette personne. Non, c'est venu comme ça, je ne sais pas pourquoi je suis tombé amoureux. Pourquoi elle? Pourquoi cette rencontre? J'ai rien décidé en fait. L'élan amoureux arrive en moi. Et la pensée qui dit,
c'est elle la femme de ma vie, ou c'est lui l'homme de ma vie. Cette pensée est arrivée, je ne l'ai pas choisie, ça a apparu comme une évidence, mais je n'ai pas choisi ça en fait, j'en suis le témoin. Mais la différence, c'est que je suis le témoin de ce qui se passe en moi, au niveau mental. Et les neurosciences ont prouvé ça. Mais ça fait grincer ça, parce que les neuroscientifiques qui ont travaillé là-dessus, sur le libre arbitre, il est l'heure, je ne sais pas. On a encore combien de temps? Je ne sais pas combien de temps on a. En fait, je disais 2 heures, mais c'était pour rigoler. Comme 40 minutes? Encore 15 minutes qui restent? Ah super, merci Karine. Et donc, les neurosciences, vous pourrez vous renseigner. J'en parle beaucoup dans mon livre ici, mais vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est assez facile en fait. Benjamin Libet. Et puis ça a été refait après des dizaines, des centaines de fois, des décisions très complexes, quand les gens doivent prendre des décisions très complexes entre A et B, ou entre A et plein de choix. Ils ont réussi à déterminer, en observant la physiologie et l'inconscient, que la personne décide, je vais choisir ça, et en fait c'était déjà prévisible, c'était déjà lu en fait. C'était déjà perçu par des capteurs en fait. L'appel pour aller choisir ça venait de l'inconscient, et après la pensée il dit c'est moi qui choisis, ça se rajoute après, c'est moi qui choisis ça. Et donc j'ai l'illusion de choisir. En réalité je suis mu par des élans de vie, par des réflexes, par des pulsions que j'ai pas choisi, comme j'ai pas choisi mon tempérament. Et par exemple quelqu'un va dire oui mais moi j'étais dans ce quartier, ils ont tous mal tourné sauf moi parce que moi j'ai décidé, très orgueilleux, j'ai décidé de ne pas être comme eux et de m'en sortir. Ok, alors si on creuse, qu'est-ce qu'on voit? Comment il a fait pour décider ça? Peut-être il a lu un livre qui lui est tombé dans les mains. Ah, ouais, c'est génial, on peut penser autrement, on peut s'en sortir. Il a eu quelqu'un qui lui a parlé, un tuteur de résilience, comme disait Boris Cyrulnik. Quelque chose qui se passe qui fait que tout d'un coup, il peut avoir une vision différente, un peu plus ouverte que là-bas. Mais il n'a pas choisi tout ça. Mais il a l'impression de choisir. Et donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. Ça, c'est une très grande des hypnoses. Et vous ne devez pas forcément être d'accord avec moi, mais juste de prendre le soir quand vous êtes cool et calme, le week-end par exemple, vous regardez les grandes décisions de votre vie ou de la journée et vous allez voir est-ce que c'est vraiment moi qui les ai choisis en dehors du contexte. En dehors du contexte. Et vous allez voir normalement que tout est contextuel. Donc c'est le contexte qui décide. Et donc ça nous rend humbles en fait, ça enlève l'orgueil. Alors ça enlève, c'est génial parce que ça enlève la culpabilité, ça enlève le blâme, ça enlève l'orgueil, ça enlève les remords. Et ça amène de l'émerveillement. Oui. L'orgueil, ça amène de l'émerveillement aussi. Ça amène de l'émerveillement. Les remords. Oui. Ça ne pourrait pas aussi avoir l'effet inverse, quand on est complètement convaincu que rien ne dépend de nous, on se laisse transporter par un cheminement ou un courant de vie qui effectivement pourrait être une année différente. Et donc qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là si on pense ça, tu dirais? Ce serait quoi les conséquences? Le fait de vivre dans un état de victimisation. Ok. C'est transporté par exemple par une tristesse, une dépression, parce qu'effectivement on peut dire ça dépend pas de Oui, c'est intéressant comme argument. En fait, même si tu voulais, tu ne pourrais pas, parce que peut-être dans ton tempérament, tu n'es pas dépressive, et tu as beau comprendre ça, tu ne vas pas tomber là-dedans. En fait, ça amène plutôt de l'émerveillement, parce que la vie continue à se dérouler. Tu dis, voilà, ok, c'est pas moi qui décide, donc moi je reste assis, je ne bouge pas. Mais vous n'allez pas tenir longtemps, hein. Vous allez devoir, votre corps va bouger, vous allez avoir des idées qui vont venir. C'est plus fort que nous, en fait. On est juste le témoin. Mais c'est vrai que si on s'arrêtait que là, on pourrait dire c'est un peu triste. Finalement, je suis un pantin de la vie. Sauf qu'en fait, quand je vais voir de près, et c'est ça, en des hypnoses qui est proposé, c'est de voir que la vie, c'est ce que je suis, en fait. Et que cette conscience dont on a parlé tout à l'heure, elle n'est pas dans le contexte. Elle accueille le contexte. Donc, ce que je suis profondément est totalement libre, mais ce n'est pas un petit humain. En réalité, ce que je suis, comme on avait vu un peu tout à l'heure, ce n'est pas une personne tel qu'on le voit, ce serait plutôt un personnage qui est manipulé par le contexte, comme une pierre qui tombe. C'est Spinoza. Spinoza expliquait beaucoup l'illusion de libre arbitre, une pierre qui tombe, et lui il se moquait en disant, c'est comme si la pierre dit, moi je décide d'aller en bas. Oui, mais il y a le mouvement de la pente qui fait que tu n'as pas choisi en fait. Tu crois avoir choisi. Et donc, je suis un peu, cet humain que je crois être, c'est un personnage. Persona, comme on dit aussi en Grèce, je joue ce personnage. En réalité, ce personnage est juste ce qui apparaît en moi, la conscience, et cette conscience, elle est libre, elle est toujours maintenant, elle n'est pas soumise au contexte. Vous pouvez faire l'expérience, on va faire une deuxième expérience pour terminer, comme il nous reste peu de temps. Mais donc cette épine qu'on ressort de la souffrance, qui est le fait qui crée donc l'illusion, qui crée l'orgueil
La culpabilité qui est terrible, la culpabilité, quand vous êtes coupable, c'est une souffrance abominable, hein, ça peut durer des décennies. Hein. Puis les gens, à la fin aussi, sont en train de mourir, ils regrettent et ils meurent dans des souffrances. Je regrette, j'aurais pas dû. C'est terrible ça. Et donc si on enlève ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il suffit de voir vraiment ce qu'il en est. Je n'aurais pas pu faire autrement. Maintenant que j'ai plus de maturité, je ferai complètement autrement, ça c'est sûr. Donc en tant que thérapeute, en tout cas, je trouve que c'est important de déculpabiliser les personnes. C'est pour ça qu'on va parler de cette hypnose du libre arbitre. Et puis, en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui choisit en réalité, puisque ce que je suis n'est pas individuel. Et donc je vous propose de faire encore une expérience là-dessus, juste pour voir un petit peu, pour aller sentir ça, d'accord ? Alors vous endormez pas, attention, je surveille. Alors on peut refermer les yeux quelques instants. Voilà, ça fait du bien, on peut inspirer et expirer lentement. Et donc je reviens à cet espace spectateur, témoin, cette conscience. J'entends la voix d'Éric qui parle, je sens le corps, il y a des perceptions, les 5 sens. Et tout ça est vu par quelque chose qu'on va appeler conscience ou présence. Ce quelque chose, on peut repasser par ce processus, ce n'est ni masculin ni féminin, ni jeune ni vieux. Je peux le constater en regardant de près. Je vois que ce que je suis est toujours maintenant, toujours neuf, toujours maintenant. Il peut y avoir des pensées sur l'histoire du personnage auquel je me suis identifié, le passé de Éric en mon cas, les souvenirs du passé, c'est des pensées qui apparaissent en moi. Mais moi en tant que conscience, est-ce que j'ai des pensées? Est-ce que je pense par moi-même? Ne suis-je pas juste pure présence? Pur accueil? Et ce personnage, c'est un personnage avec une personnalité, un tempérament, des goûts, des préférences. Est-ce que moi, en tant qu'espace d'accueil, suis-je vraiment fait ainsi, ou si je regarde de près, qu'il y ait des pensées négatives ou positives, je les accueille de la même façon. Tout comme l'espace ne rejette aucun objet. Qu'un objet soit beau ou pas beau, l'espace ne rejette pas les objets pas beaux. L'espace accueille tout. Ou qu'il y ait une guerre sur un champ de bataille, ou qu'il y ait des enfants qui jouent, pour l'espace, ça ne change strictement rien. Ce que je suis donc est comme un espace pur accueil. Et je peux voir que ce que je suis n'est pas personnel. Il n'y a pas d'identité d'un individu, d'un personnage, mais tout ça apparaît en moi. Et ce que je suis maintenant, est-ce que ça a une taille? Je peux regarder ce que je trouve des frontières. Alors je peux sentir le corps en ce moment, mais le mental crée une image de division, donc de la dualité. Il y a le chaise et le corps, comme tout à l'heure. Mais si je regarde de près, je ne sens que de l'énergie, faites-en l'expérience, et cette énergie apparaît dans quoi? En moi, au sein de ce que je suis, ça jaillit en moi, mais moi, est-ce que j'ai une taille? Est-ce qu'à un moment donné, je perçois une taille? Ben non, sans taille. Et est-ce que j'ai une forme? Comme les humains, est-ce que j'ai une forme? Voyons que je peux avoir les sensations du corps qui apparaissent avec des images mentales, mais ça apparaît en moi. Alors moi, qui est témoin de tout ça, est-ce que ça a une forme? Et voyons que ce que je suis échappe complètement au mental. Le mental ne peut pas le décrire. C'est indescriptible, c'est impensable. Je suis en amont du mental. Je ne peux pas être décrit par le mental. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, on dit on ne peut pas représenter Dieu, parce qu'on peut aussi appeler ça Dieu. Dieu, la présence, tout ça c'est la même chose. Ce qui est au-dessus de tout, ce qui contient tout. Je peux voir que je n'ai pas de taille, pas de forme, que même les images de forme apparaissent en moi, donc je suis en amont de ça, évidemment. Et puis je peux voir que même les sons de la pièce à côté apparaissent en moi. L'image de moi assis sur la chaise apparaît en moi. Je suis ce qui contient toutes les hypnoses. L'hypnose d'un humain assis dans une pièce, ça apparaît en moi. Enfin, le film narratif, les images, le son apparaît en moi. Objectivement, si je regarde, le son jaillit en moi, même si c'est la pièce à côté, pour le mental, tout ça apparaît en moi.
Je peux donc voir que ce que je suis n'est pas limité, est infini. Est-ce qu'il y a des bords quelque part à ce que je suis? Est-ce que je vois des bords dans l'expérience que je fais en ce moment de moi-même? Est-ce que je vois des bords? Voyons que non. Et maintenant, si j'essaie de disparaître, juste pour voir, est-ce que je peux disparaître? Essayons pour s'amuser, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Est-ce que je peux disparaître? Regardez ce qui se passe quand vous essayez de disparaître en tant que conscience d'être. Vous n'y arriverez pas d'une part, et regardez ce qui se passe quand vous essayez de disparaître. Voyez que ce que vous êtes est éternel, toujours là. Éternel, pourquoi? Parce que le temps est un concept mental qui apparaît en vous. Et vous, vous êtes toujours maintenant et toujours là. Et vous ne souffrez pas, vous êtes la paix et le bonheur même. Et le plus dur, ça va être en ouvrant les yeux dans quelques secondes, il va y avoir de nouveau l'hypnose qui vous sépare. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux pour voir cette hypnose. Je termine avec ça. Donc, le summum des messages depuis la nuit des temps sur ce qu'on appelle cette spiritualité non duelle, c'est de sortir de l'hypnose de la séparation. Et là, visuellement, on a l'air tous séparés. Sauf qu'ici, je pense que si j'avais le temps de vous interviewer, parce que là, on a très peu de temps, on fait tous la même expérience. D'un espace témoin, tranquille, neutre, impersonnel. Si on fait tous la même expérience, l'hypothèse, ce serait, est-ce que ce ne serait pas la même chose? Est-ce qu'on ne serait pas... Est-ce qu'il y aurait plutôt qu'il y ait, je ne sais pas, imaginons, il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Est-ce qu'il y a vraiment 8 milliards de consciences ou est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une conscience qui se reflète, qui s'incarne, on pourrait dire, qui se manifeste dans 8 milliards de films différents, de personnages différents? C'est une hypothèse, c'est ce que depuis la nuit des temps, les sages proposent comme vision du monde. Un peu comme quand vous faites un rêve. Vous voyez, vous êtes dans un rêve. Et vous rêvez que vous êtes dans une pièce, par exemple, en train de faire une conférence, comme si vous étiez à ma place. Et puis il y a des gens qui vous regardent et tout. Puis après vous sortez de l'hôtel, puis il y a, imaginons des monstres qui vous attaquent, parce que dans les rêves tout peut apparaître. Il vous arrive plein de choses, puis il y a des immeubles, vous touchez les immeubles, vous sentez les odeurs, vous parlez avec les gens. Et quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte de quoi? Il n'y a plus rien. Que tout ça était un rêve. Et qu'en fait, les autres, le monde, le bâtiment, le monstre, tout ça c'était moi. C'était l'esprit du rêveur. Autant le personnage que les autres, c'était la même chose. Eh bien, cette analogie du rêve, voyez-vous, elle est utilisée depuis la nuit des temps par les grands sages pour dire en fait, nous sommes dans un rêve. Parfois, on appelle ça le rêve de Dieu, mais Dieu, c'est ce que nous sommes en essence. Ce n'est pas personnel, hein. C'est pas, sinon il y a l'ego qui vient en disant « Oh, je suis Dieu ». Non, c'est impersonnel, vous l'avez vu. Et ça ne veut rien, ça ne rejette rien, c'est toujours calme, c'est ce que je suis. Et il y a l'illusion, les yeux ouverts, d'être séparés. Mais il y a des pratiques, les yeux ouverts, il ne reste plus beaucoup de temps là, mais on peut voir que c'est une illusion. Il reste combien de temps, Karim? 5 minutes. Ah, ok. Allez, je la fais avec vous parce que je trouve que vous êtes un super public. Voilà, et donc je vous montre juste une dernière pratique. Les yeux ouverts, c'est plus difficile et parfois paradoxalement plus facile. Là, je viens de faire un séminaire au Maroc pendant 7 jours sur ça. Il y a eu 3 personnes qui ont eu plus facile de s'éveiller à leur vraie nature, comme on dit, l'éveil spirituel, de reconnaître cette hypnose dans laquelle on est, ce narratif qui dirait que je suis séparé, je suis tout petit, je suis un personnage. Ils se sont rendus compte, les yeux ouverts, pour eux c'était plus facile. Alors faisons-le pour voir. Donc cette pratique, maintenant que je vous résume très rapidement, vous allez la faire avec moi, elle a été créée par Douglas Harding, qui peut-être certains connaissent, c'est un philosophe anglais, qui a créé une nouvelle voie spirituelle qui s'appelle la vision sans tête, qui est extrêmement pragmatique aussi. Et donc, je trouve que j'inclus dans cette approche de la déshypnose. On est très peu à amener la déshypnose au niveau pédagogique. Et je trouve ce qu'il a fait là est extraordinaire. Donc, on l'inclut, mais plutôt à la fin. Alors, regardez. Je vais utiliser mon doigt. Vous savez, quand on était à l'école, on pointait du doigt comme ça. Et le doigt va symboliser mon attention. D'accord? Donc, vous allez faire comme moi. Vous pouvez faire discrètement. Hein. Là, je montre un objet avec mon doigt, vous pouvez faire pareil. Si vous le faites, c'est mieux. Et faites-le avec l'esprit d'un enfant, on termine avec ça, d'accord? On va terminer avec un grand « Oh ». Vous allez peut-être vous éveiller aujourd'hui, vous éveiller du rêve. Vous êtes prêts de vous éveiller du rêve? Il y a le titre d'ailleurs d'un livre, ça s'appelle « S'éveiller au rêve », parce qu'en fait, on reste dans le rêve, mais on fait un rêve lucide. C'est ça le truc. Beaucoup de sages vont dire « c'est comme un rêve, mais je me réveille dans le rêve, j'ai toujours le personnage, mais c'est un rêve lucide ». Et donc c'est amusant parce qu'on a moins peur de la mort, on a moins peur, etc. Alors regardez, vous prenez le doigt.
Là, je pointe quelque chose avec le doigt, vous pouvez faire comme moi. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que donc dans la direction du doigt, je vois un objet. En spiritualité, on appelle ça un objet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est objectivable. Donc là, il y a une couleur, il y a une forme, il y a une taille, on est d'accord, hein? Ok, pointons un autre objet, n'importe lequel. Donc là, de nouveau, c'est autre chose, mais c'est toujours une structure avec différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles, il y a une matière, etc. Je pointe maintenant mes pieds. Bon, en réalité, ça ne change pas trop parce que c'est toujours, je vois toujours une taille, une forme, des couleurs. On est d'accord, hein? Donc, c'est le monde des phénomènes. Maintenant, je vais pointer ici. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le ventre, c'est toujours un objet, d'un point de vue pur, dans le sens que c'est objectivable. Il y a une taille, une structure, une forme, une couleur. Alors maintenant, avec la plus grande attention, en faisant comme un enfant, sans réfléchir, faites ceci. Qu'y a-t-il dans la direction du doigt? N'utilisez pas votre imaginaire. Réellement, ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a vraiment une forme? N'est-ce pas? Il n'y a pas de forme, hein? Est-ce qu'il y a vraiment une taille, une couleur? N'est-ce pas transparent plutôt? Est-ce que ce n'est pas plutôt un espace dans lequel tout apparaît, la pièce apparaît? Mais si je redescends le doigt par exemple, de nouveau une forme apparaît, une taille apparaît, une couleur apparaît. Je le refais une dernière fois. Ici c'est vide. Dans la direction du doigt, je ne parle pas du doigt, mais dans la direction du doigt, c'est un grand espace vide dans lequel le monde apparaît. Alors maintenant, si j'utilise l'autre doigt, avec ce doigt-là, je faisais comme avant, je pointe l'extérieur. Avec ce doigt-ci, je pointe l'espace d'accueil que je suis. Entre l'extérieur et ce que je suis, est-ce qu'il y a entre les deux un mur, une frontière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les sépare vraiment, ces deux mondes? C'est marrant, non? Vous voyez qu'il n'y en a pas en fait. C'est une seule chose, c'est ce qu'on appelle la non-dualité. Et donc, à travers ce que je pense être... vous voyez, c'est fort en fait. Hein. Pour vérifier si vous n'êtes pas dans le mental, je vous pose une dernière question. Est-ce que vous avez un œil en ce moment? Alors regardez bien. Un œil, 2 yeux ou 3 yeux? Profondément, sans réfléchir. Un œil, 2 yeux ou 3 yeux? Vous direz quoi? Qui dit 1 pour voir? Ok. Qui dit 2 pour voir? Qui dit 3 pour voir? Ah, parfois il y en a qui disent 3. Le troisième œil, c'est mental, c'est les livres, j'ai lu ça. En réalité, c'est 1. Pourquoi? Si vous faites comme ça, comme des lunettes, là il y a 2 trous, donc les 2 yeux. Si vous les faites comme ça, faites comme moi. Vous les approchez, il y a toujours 2 trous, vous les approchez. Quand vous les mettez sur le nez comme des lunettes, est-ce qu'il y a toujours 2 trous? Donc en fait, nous avons en perception directe, pure conscience n'a qu'un seul œil. Ce que je suis, c'est comme un trou, on va dire, un espace dans lequel le monde apparaît, et entre ce monde et moi, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. J'ai l'illusion de la séparation qui est créée par le mental et par les perceptions, comme j'ai l'illusion du temps qui est créée par le mental. Alors ça peut être vacillant, ça peut être basculant, mais c'est extraordinaire parce que c'est très libérateur. Alors là, ce que je viens de faire à la fin, là depuis 20 minutes, c'est vraiment pour les clients qui sont en demande de ça, pour les thérapeutes parmi vous, les gens vraiment qui ont fait tous les thérapeutes, qui disent mais il y a un truc qui ne va pas avec moi, j'ai l'impression de ne pas être incarné sur cette planète, j'ai l'impression que... Voilà, pour eux ça va être intéressant. Pour les autres, mais ce qu'on a vu au début, c'est l'accueil des émotions, c'est me détacher du mental, je ne suis pas le penseur, c'est déjà super, c'est déjà aller très très loin, vous voyez. Donc on va s'adapter en fait à chaque personne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Et si vous avez des questions, il en reste quelques minutes. Et puis j'ai écrit un livre là-dessus si ça vous intéresse, qui s'appelle donc Libérez-vous avec des mots, avec des comptes rendus de séances aussi. Et puis je fais également une formation de 2 jours en déshypnose pour l'école qui s'appelle Graines d'éveil, qui est juste à côté d'ailleurs ici aujourd'hui, pour les thérapeutes. Et donc voilà, j'espère vraiment faire connaître la déshypnose de plus en plus. C'est tellement important. Mon rêve, ce serait qu'on l'apprenne à l'école. Ça serait génial, hein. Ce serait quand même beaucoup moins de souffrance pour les êtres humains. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Oui? Est-ce qu'on peut alterner hypnose et déshypnose pour la même personne en début de thérapie? Tout à fait. Par exemple, j'ai travaillé sur un trauma, on va travailler en hypnose. Et puis après,
on peut directement switcher en déshypnose pour aller un peu plus loin, ou simplement on revient de l'hypnose et puis on propose un autre outil que la personne peut faire aussi quand elle a les symptômes qui remontent. Parce que ça, même si on travaille sur le trauma, il peut rester des symptômes encore, et donc on les accueille en déshypnose. Donc ça c'est très complémentaire en fait, c'est super complémentaire. Ouais. Ouais, bah moi je rebondis sur une autre question aussi pour accompagner. Ouais. Merci infiniment. Avec plaisir. Très très bon. Je vais passer par mon expérience personnelle. Quand tu accompagnais cette sensation que le corps est infini. Oui, voilà, exactement, très juste. Voilà, et si je m'étais laissé aller un tout petit peu, j'aurais fait léviter les mains. Enfin, il y aurait ces phénomènes hypnotiques qu'on c'est ça, ouais. Quand on a l'impression que le corps est un peu biscornu. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ma question c'était, est-ce que je pourrais utiliser cette technique comme induction pour vraiment se connecter à un soi conscience, pour ensuite arriver à, entre guillemets, la partie problématique, qui génère des pensées, des croyances, des sensations, tu vois, c'est-à-dire comme induction pour ensuite aller... Oui. C'est quelque chose que tu fais. Donc moi j'ai aussi mon école en ligne où pendant un an on mélange tout ça en fait. C'est comme si on jonglait. Donc parfois on va dire, je commence en déshypnose, effectivement, comme tu as dit, pourquoi pas, et je continue en hypnose. Et comment je fais le raccord, c'est que, et c'est ce qu'on appelle un recadrage extraordinaire, c'est que maintenant, en tant que pure présence, je vais regarder cette histoire, ce narratif, ces images, et je peux jouer avec, et donc là je modifie le scénario. Puis après, je reviens, donc des hypnoses, de nouveau des hypnoses, de là où je suis, de la présence que je suis, comment je vois ça maintenant. Et il y a un détachement énorme qui se crée en fait. Donc c'est un super recadrage, tu vois. Du point de vue de la paix, je peux voir le mental qui vient encore avec des condamnations, des regrets, mais tout ça est vu du point de vue de la paix, et du point de vue de la paix, c'est plus un problème, ce que nous sommes vraiment. Donc ça permet vraiment d'avoir un grand lâcher-prise en fait. Un autre mot pour parler des hypnoses, ce serait le mot lâcher-prise. C'est le lâcher-prise ultime en fait. Oui. Donc tu peux très bien le faire, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut associer la déshypnose à une forme d'association D'association Dissociation. Dissociation avec l'ego, oui. Mais pas avec la vie. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est la vie en fait. Mais avec l'ego, qui est une illusion en fait. Le personnage est une illusion, c'est une histoire en fait. Un rêve. Ouais. Oui. Là, on sent toutes et tous être rentrés très facilement dans l'expérience. Ouais. Est-ce que des fois, tu as affaire à des gens qui ont beaucoup de résistance, qui ne veulent pas aller dans cet espace? En fait, après, c'est des questions stratégiques qu'on va poser pour que les gens aient vraiment envie de rentrer dans cet espace. Du style, est-ce que ce ne serait pas plus facile déjà si vous étiez plus détendu, plus calme? Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez plus calme? Oui, effectivement, alors on lui fait décrire. Je serais peut-être plus créatif, je pourrais prendre du recul. Donc la personne, alors ça vous intéresse d'aller dans cet espace plus calme? Oui, bien sûr. Donc tu vois, c'est vraiment par les questionnements stratégiques qu'on va y arriver. Ou carrément la question aussi, ok, la personne dit tiens, non, mais elle m'a fait ça, c'est dégueulasse. Ok, vous préférez avoir raison ou vivre en paix? À choisir entre les deux, il faut choisir. Vous préférez avoir raison et pas être en paix, ou peut-être avoir tort mais être en paix? C'est quoi le plus important pour vous? Et c'est la personne, avec ce genre de questionnement stratégique, parce que j'ai pas le temps de le montrer ici, mais pour chaque technique de déshypnose, on va utiliser des questions stratégiques et des métaphores. J'en ai utilisé une aujourd'hui d'ailleurs, une métaphore. Vous avez vu laquelle? Mais il y en a plein des métaphores. L'espace. L'espace de cette pièce, c'est un peu comme la conscience. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'espace est là? Oui, c'est une évidence, et pourtant personne ne le voit. Et pourtant on voit que ça. Mais en même temps, on ne peut pas le palper. Est-ce que l'espace a une taille? Il n'y a pas la taille de cette pièce, parce qu'il y en a aussi à côté et dans les murs. L'espace contient tout, mais je ne peux pas le décrire. Ça n'a pas de couleur, et pourtant ça contient toutes les couleurs. C'est pas palpable, ça contient tout ce qui est matière. C'est toujours là. Si j'enlève maintenant la pièce, si j'enlève l'immeuble, j'enlève Lausanne, imaginez je fais disparaître Lausanne. Même la planète Terre, est-ce que l'espace disparaît? Donc c'est ce qui est toujours là, et telle est notre conscience. Et en fait, je dois me corriger, c'est pas notre conscience, c'est la conscience. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un plaisir, je reste un peu là si vous voulez.
Et puis on peut toujours discuter si vous voulez. Je vous souhaite une belle suite d'après-midi. Il y a d'autres super ateliers, vous verrez. Merci.